Bonjour Didier Limkwa et bienvenue sur ABK Matin. Madame recevait le bonjour patriotique du prescripteur du mouvement Écologie en marche. S'exprimant le 18 septembre 2024 dans la ville de Douala à l'occasion de la rentrée économique du patronat, Célestin Tawamba, qui est donc le président du GECAM, groupement des entreprises du Cameroun, a laissé entendre qu'il planait des inquiétudes chez les patrons du Cameroun quant à l'atteinte des objectifs que s'est fixé le gouvernement camerounais dans le cadre de la SND 30. Il y a du sous-emploi, il y a l'immigration canadienne, la pauvreté au Cameroun, la fiscalité qui est asphyxiante pour beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'hommes d'affaires. Voilà quelques problématiques qu'a posées le président du GECAM, Célestin Tawamba. Ces problématiques sont, selon vous, des problématiques intéressantes, des problématiques qui méritent une attention particulière? Oui, ce sont celles du président du GECAM. Oui. Ce sont ses préoccupations habituelles. Mais il y a très bien qu'un tel constat soit fait par un partenaire sérieux. Mais ce que je voudrais rappeler ici, c'est que je peux me tromper. Oui. Je n'ai jamais entendu le président du GECAM parler de la loi, parler du code de travail. Le code de travail qui est un code esclavagisant, qui est un code qui donne plus de pouvoir à l'employeur, qui fait de lui, qui lui donne le droit de vie et de mort sur les employés. Madame Fika, lorsque vous déroulez le code de travail, vous vous demandez si on est vraiment au Cameroun. Oui. Parce que, voyez-vous, j'ai eu le privilège, c'est un privilège, de discuter face à face avec le ministre Grégoire Ona. Moi, je lui ai dit, à cette époque, et avant lui, j'avais dit, lorsque on avait nommé le ministre Issa Ayatou, lorsqu'on l'a déchargé de la communication, on l'a nommé à la formation professionnelle, à l'emploi. Moi, je lui ai dit, monsieur le ministre, si vous voulez que la jeunesse garde de vous celui-là qui a apporté la révolution, vous devez tout faire pour que le code de travail qui existe soit brûlé. Oui. Carrément. Il était surpris. J'ai dit non. J'ai dit, j'ai travaillé dans la sécurité industrielle, dans le milieu industriel. Oui. J'ai dit, monsieur le ministre, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans ce milieu. Les entreprises qui sont au Cameroun, et surtout les multinationales, oui, ont presque externalisé des emplois à hauteur peut-être de 90%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez dans une multinationale, vous avez 8 chances sur 10 de tomber sur un employé qui appartient plutôt à une entreprise sous-traitante. Je lui ai dit, monsieur le ministre, tout ce qu'on voit le 20 mai, battre le macadam, oui, défiler, tous ces gars-là sont des chômeurs déguisés. Je suis d'accord que les multinationales ne sont pas faites de la philanthropie au Cameroun, mais le travail, c'est la dignité. Oui, le ministre Grégoire Ona m'a dit ceci, monsieur Imko, avec tout le respect que j'ai pour vous, ce code, nous l'avons initié à l'époque parce que nous sortions des fourches codines, oui, des différents programmes d'ajustement structurel. Il fallait un instrument juridique capable d'attirer les investisseurs chez nous. J'ai dit, monsieur le ministre, 20 ans après, ce code de travail n'a plus sa place chez nous. Il est dépassé. Il est dépassé. Vous ne pouvez pas imaginer, monsieur le ministre, que dans une entreprise, à un même poste, vous aviez 2 travailleurs, vous avez 2 ressources. Vous avez une ressource qui est permanente à l'entreprise, oui, et vous avez une autre qui est sous-traitant, qui appartient au sous-traitant, et que les 2 font le même boulot. Oui. Il y a un qui a peut-être 400 000 francs de salaire par mois, oui, ses charges sociales sont assurées, mais il y a d'autres qui ont moins de 100 000 et ses charges sociales ne sont pas assurées. Puis, il n'a même pas souvent des pays. Oui. Et ça parce que l'employeur, lui, joue sur l'instrument juridique qu'il a sous la main. C'est le code de travail qui lui donne tous ces avantages. Et quand moi, j'ai plusieurs fois interpellé, même sur les réseaux sociaux, le président du GECAM, il y a certains de ses amis qui sont venus plutôt m'insulter, me dire que ce n'est pas son rôle, ce n'est pas sa mission. J'ai dit non. Le Cameroun aujourd'hui, le plus grand pourvoyeur d'emplois, oui,
c'est le secteur privé. C'est le secteur dont il est président, il est le patron des patrons. Donc il a son mot à dire. Parce que la fonction publique, c'est moins de 500 000 agents. On a moins de 500 000 fonctionnaires au Cameroun. Mais on a plus d'1 million de salariés dans le secteur privé. Et que cela fait du président du GECAM une personnalité quand même qu'on doit prendre au sérieux. Si M. Tawamba, si le président Tawamba se décide aujourd'hui qu'on va revoir le code du travail, mais il ne peut pas le faire. Parce que dans son association, il y a plusieurs multinationales qui profitent de cette situation. Quelqu'un m'a dit un jour, un de tes confrères m'a dit un jour, nous discutions, nous étions dans un débat, il m'a dit un jour, il m'a parlé d'une société qui exporte la banane dans le Mungo, que cette entreprise mobilisait par an 3 milliards de salaires de francs. Moi, je lui ai dit qu'en tant que journaliste, brillant journaliste, qu'il aille voir la portion qui est réservée aux employés. Moi, je lui ai fait savoir que dans les 3 milliards de francs CFA par an, je suis convaincu que ce qui va chez les employés, c'est ceux qui produisent le capital, que ça n'atteint pas 20%. Parce que les patrons, dans la maison, souvent, créent même des entreprises sous-traitantes. C'est eux qui gagnent beaucoup d'argent. Ce qu'on appelle aujourd'hui les temporaires, ce qu'on appelle les sous-traitants, les ressources sous-traitantes. C'est eux qui gagnent beaucoup d'argent. Vous comprenez? Les gens travaillent, les gens n'ont pas la sécurité et les gens travaillent dans des conditions inhumaines. Les gens travaillent dans des fonderies qui ont 40 000, 60 000 francs le mois. Et ce n'est même pas régulier, madame. Ce que je dis quand je parle du travail au Cameroun, j'ai les larmes aux yeux. Le travail décent est rare au Cameroun. Vous dites, il se plaint que les gens vont au Canada. Mais les gens doivent aller où? Le travail ne sécurise pas au Cameroun. Oui, bon. Il se plaint que le rang des baskineurs... Vous savez, je discutais l'autre jour avec un enseignant de l'université. Nous sommes en train de travailler sur la qualité de l'air de Douala. Il a fait une enquête sur, je crois 20 000 baskineurs. Mais il est sorti de là avec les maux de tête parce qu'il s'est rendu compte que parmi les 20 000, il y avait plus de 60% de baskineurs titulaires d'un master. Madame, j'ai vu des choses dans les entreprises à la zone industrielle de Bassa. Vous voyez quelqu'un qui a un master en économie, en ce qu'ils appellent commerce international, qui vient tous les jours couper la batterie pour avoir 25 000 francs le mois. Ils sont nombreux. À l'époque, j'en parlais avec le délégué régional du travail. Voilà. J'ai dit que vous ne pouvez pas accepter ce genre de choses. Effectivement, parce que vos enfants, c'est votre champ, ne peuvent pas se trouver dans ce genre d'encadrement, dans ce genre de milieu, dans ce genre d'environnement. Donc, s'il faut, et je l'ai toujours répété au ministre Chiroma, que s'il faut vraiment, si on aime la jeunesse, la première des choses, il faut déchirer l'actuel code de travail qui donne trop de pouvoir à l'employeur. Et c'est là où j'interpelle le président du GICAM, monsieur le président Tawamba. Vous comprenez? Il se soucie de la pression fiscale, il se soucie d'autres choses. Ce n'est pas du menu feuilletin, je suis d'accord, loin s'en faut. Mais s'il aime le capital humain, il n'y a pas de comparaison entre le capital humain et les équipements. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, mais qu'on le veuille ou pas, on aura toujours les hommes derrière les équipements. Et il faut protéger ces hommes-là. Il est inadmissible que les gens travaillent 10 ans, 15 ans, 20 ans, et lorsqu'ils vont en retraite, c'est la maladie qui les tue, et la maladie de travail. Il faut même revoir la requalification de maladie de travail. C'est-à-dire, on ne peut pas évoluer, la technologie ne peut pas évoluer, la science ne peut pas évoluer, et sur la qualification de maladie de travail, on reste statique. Est-ce que c'est normal, ça, Fifi? On a d'autres types de déchets. Hier, plus la technologie avant, plus cette technologie génère d'autres types de déchets. Vous comprenez? Et ces déchets, lorsque vous travaillez dans un environnement exposé à ce type de déchets, à tout moment, vous pouvez clamser. Et lorsqu'on vous refuse que ce type de déchets ne rentre pas dans la qualification, la requalification de maladie de travail, c'est de l'injustice. Donc c'est pour cela que j'interpelle. C'est vrai que je paraîtrais un peu péremptoire, le président du GICAM, de poser le problème du code de travail sur la table. Mais je sais qu'il ne va pas le faire. Je suis désolé. Bon, il ne le fera pas. Vous ne pouvez pas tout de suite le dire. Il ne le fera pas parce qu'il ne peut pas scier la branche sur laquelle il est assis. Vous avez lancé. Parce que les plus grands membres du GICAM sont les multinationales. Et je ne vois pas une multinationale qui serait contre. Vous avez lancé votre cri de cœur qui sans doute sera entendu du côté du groupement des entreprises du Cameroun. Il faut le dire, les chiffres font état de ce que de janvier à avril 2024, près de 6 000 Camerounais ont immigré au Canada.
Et cela constitue près de milliers de Camerounais ont choisi de s'expatrier depuis près de 2 décennies. Donc ça fait près de 20 ans que ça dure, même si c'est plus perceptible actuellement. Il faut dire que le patronat s'en plaint parce que c'est de la main-d'œuvre qualifiée qui est en train de s'expatrier. Mais comme on dit au quartier, ils n'ont encore rien vu. Ils partiront plus que ça. Qu'est-ce que le patronat fait pour le patronat bloquer? A tout intérêt à mettre en pratique toutes les propositions que vous venez de faire pour maintenir... Si le GECAM... Je vais vous dire quelque chose. Oui. Nous avons eu un projet de reboisement de raffia dans un village dans le Ndé. Je ne donnerai pas le nom. Mais Fifi, on a eu de la peine. On a eu de la peine à faire le résultat, à atteindre nos objectifs. Pourquoi? Parce qu'on ne trouvait pas les jeunes. On n'en trouvait pas. Oui, les gars sont tant dans les motos. Ils préfèrent aller faire la moto que d'attendre tes 3 000 francs par jour pour planter un arbre. Les gars préfèrent faire la moto. Actuellement, les gars préfèrent abandonner les 50 000 francs dans ces entreprises pour aller faire la moto. Oui. Un gars dit, bon, ok, j'ai mon master, il n'y a pas de problème. Vous avez voulu nous faire des rebuts de la société, vous voulez nous cantonner dans ce qu'on appelle les cadeaux sociaux. Ok, je vais dans une entreprise, je suis temporaire, mais je sais qu'après 6 mois, je peux m'acheter une moto. Oui. Une fois que je m'achète une moto, et puis il abandonne le travail. Vous comprenez? Et ça va plomber l'industrialisation. Oui. Parce que les gens pensent que lorsqu'on a des équipements, lorsqu'on a des appareils, on peut tout faire. C'est faux. Après tout, c'est l'homme. Oui. Le plus grand capital dans une entreprise, c'est le capital humain. Oui. Si vous êtes incapable de protéger le capital humain, ce n'est pas un autre capital que vous allez protéger. Ce qui les intéresse, c'est les bénéfices. C'est accumuler les intérêts. Vous comprenez? Oui. Mais il faut protéger le capital humain. Parce que c'est lui qui crée l'emploi, c'est lui qui crée la richesse. Si vous ne protégez pas celui qui crée la richesse, vous croyez que c'est l'équipement qui va créer la richesse? Ah ben non. Donc, si le président du GECAM a compris aujourd'hui que l'immigration des têtes, la perte des têtes au Cameroun est un sérieux problème pour le milieu d'affaires, tant mieux. Oui. Et tant mieux. Et la seule chose qu'il peut faire, je le dis, la seule chose qu'il peut faire, c'est demander au gouvernement camerounais de revoir le code de travail. Oui. Il y a 2 ans, le ministre Grégoire Ona m'avait dit que non, nous sommes en train pour parler, on va voir comment ça va se faire. Nous l'avions écrit. Il a répondu, nous a répondu par l'intermédiaire du délégué régional du travail du littoral à l'époque, vouloir nous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur du code du travail. J'ai dit au ministre que, monsieur le ministre, j'ai même expliqué au CELCOM du ministère de l'Emploi, qui est un de vos confrères. Moi, j'ai dit que non, le problème n'est pas là. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui va nous analyser le code de travail. On le dit. Tout ce qu'il faut faire, c'est d'enlever le travail temporaire dans le code de travail. Oui. C'est-à-dire, et puis, cette histoire de dire que l'employeur va négocier son salaire avec l'employeur, il faut enlever ça. Ça, oui. C'est des méthodes esclavagistes. C'est des méthodes qu'on a vu ça dans les années de 1800. Il est hors de question qu'on banalise l'école. Que quelqu'un qui a un master 2, parce que le travail est rare, vous lui donnez 70 000 francs le mois. Vous ne tenez même pas compte. 50 000 francs par mois. C'est pas normal. Il faudrait même ça fait pleurer. Et je vais vous raconter une histoire. Et oui. Moi, je parle aux gens qui sont encore au pouvoir. J'ai rencontré un monsieur, oui. Pendant que j'étais consultant dans une multinationale indienne ici. Chaque fois qu'il venait, je lui disais la même chose. Je lui disais que quand toi tu arrives ici, tu fais le contrôle, tout ce qui t'intéresse, c'est le carburant qu'on te donne. Tu ne cherches même pas à savoir ce que tes enfants font dans ce milieu. Je lui ai dit que monsieur, je t'ai dit qu'il y a des Master 2 partout là, de toutes les des options que tu connais à l'université, qui ont 70 000 francs le salaire. Il se moquait de moi. Il est même allé jusqu'à dire au directeur général les choses que je lui dis. Et le directeur général m'a appelé. J'ai dit oui, chez vous en Inde, on ne peut pas faire ça. J'ai un peu parlé, comme Eto a parlé à Brice. Il a dit que chez vous, on peut faire ça. Et le blanc s'est calmé, il ne m'a pas chassé, il n'a pas pu rompre mon contrat. Sauf que la nature a horreur de l'injustice. Oui. Ce même monsieur, 2 ans après, il va en retraite. Oui. Il a sa fille qui a un master en commerce international. Ils reviennent donc voir le même directeur. Déjà, lorsque tu es parti en retraite, tu ne sers plus à rien. Tout à fait. C'est grâce à moi que le directeur l'a reçu. Et quand on l'a reçu, il a dit qu'il a sa fille qui a un master. On a dit, ok, amène la fille. Quand la fille vient, on la met chez un sous-traitant. Oui. Parce qu'elle vient, elle est sûre qu'elle aura 400 000 francs, 700 000.
On lui dit, madame, signez là, vous aurez 70 000. Et vous allez travailler où? 70 000. Sur la plateforme du fonds. Elle est rentrée dire à son père que papa, mon salaire c'est 70 000. Et je ne travaille même pas au bureau. Je suis sur la plateforme de fonds. Il s'est mis à pleurer. Et il a compris qu'il n'a pas fait ce qu'il y avait à faire pour les autres enfants. Tu as passé tout le temps à fabriquer un système qui te massacre aujourd'hui. Merci Didier Yimkwa de chuter avec cette belle leçon de vie qui, je l'espère, va être assimilée par tous ceux qui sont à l'écoute. Merci de nous avoir accordé cet entretien sur ABK Matin.